Bonjour, je suis Éric Muraille. Je vais vous présenter le cours Dynamique des relations hôtes pathogènes. Dans ce cours, nous nous intéresserons principalement aux mécanismes d'échappement à la réponse immunitaire acquise par les pathogènes au cours de l'évolution. Donc ce cours comprend 7 chapitres. Je commencerai par vous expliquer ce qu'est un agent pathogène. Nous verrons ensuite la dynamique de la relation hôte-pathogène. Je développerai quelques exemples de coopération entre agents pathogènes, de synergie entre agents pathogènes d'espèces différentes. Puis nous verrons les stratégies d'échappement à la réponse immunitaire, puis une série d'exemples concrets de pathogènes échappant à la réponse immunitaire et contre lesquels il est assez difficile de développer des vaccins. Nous verrons ensuite le concept d'éco-épidémiologie, donc l'impact qu'a l'environnement sur l'évolution des épidémies, et enfin le concept de One Health, une santé en santé publique. Donc dans ce cours, j'essaierai d'aborder 4 questions qui sont fondamentales. Comment un agent pathogène peut-il nous infecter et donc échapper au système immunitaire? Pourquoi est-il si difficile de produire des vaccins contre certains agents pathogènes? Quel est l'impact de l'environnement sur les épidémies et comment mieux prévenir les épidémies et les pandémies. Donc nous commencerons par qu'est-ce qu'un agent pathogène? Alors on a souvent une approche qui est extrêmement émotive de la notion d'infection. Donc pathogène, du grec ancien pathos qui signifie souffrance et génos naissance, ça veut dire qui engendre la douleur. Donc en pratique, c'est un micro-organisme qui va endommager directement ou indirectement l'organisme de l'autre. Donc indirectement, c'est par exemple via le développement d'une réponse inflammatoire qui pourrait détruire les tissus de l'autre. Alors infection, du latin infectus, infecere, signifie souiller. Donc nous avons une vision à la base qui est extrêmement négative, émotionnelle des agents pathogènes. Dans ce cours, on va essayer de replacer ça dans un cadre plus biologique, plus écologique, et donc je vais vous introduire la notion de symbiose. Donc l'infection, c'est une forme particulière de la symbiose. Symbiose, c'est un terme qui a été proposé par le botaniste allemand de Bari en 1879, qui décrit le fait pour 2 espèces différentes. Il avait décrit la relation entre des algues et des champignons formant le lichen, le fait pour 2 espèces différentes de vivre en commun. Et donc, classiquement, le partenaire le plus grand est généralement appelé l'hôte, et les partenaires les plus petits, les symbiotes. Alors, selon le degré d'exploitation d'une espèce par l'autre, on peut définir 3 grands types d'interactions. Donc, le commensalisme, du latin cum, avec, mensa, table, donc compagnon de table, le commensal tire un avantage de la relation alors que l'impact sur l'hôte est considéré comme neutre. Le mutualisme, du latin mutus réciproque, donc il s'agit d'une relation qui est obligatoire où le bénéfice de la relation revient aux 2 partenaires. Donc on parle de proto-coopération, si la relation n'est pas obligatoire. Et enfin le parasitisme, du latin para à côté situs nourriture, qui vit aux dépens de son hôte. Et donc il s'agit d'une des formes de relations les plus complexes. Le parasite va tirer profit de l'hôte qui est lésé, et cette relation peut être stable ou instable. Alors, il faut bien considérer que ces 3 types d'interactions forment un continuum. On ne peut pas mettre dans une boîte un micro-organisme et considérer qu'il n'a qu'un seul type d'interaction. En fonction des circonstances, un même micro-organisme peut être parfois dans différentes catégories, parasitisme, mutualisme ou commensalisme. On en verra des exemples. Il faut également avoir une vision dynamique, donc la nature des interactions d'un organisme peut évoluer avec le temps, au niveau évolutif. Donc on sait maintenant par phylogénie d'où dérivent certains micro-organismes. Certains micro-organismes étaient des commensaux, par exemple, avant de devenir des micro-organismes pathogènes parasites. Il faut aussi prendre en considération qu'un micro-organisme, souvent, ne se limite pas à interagir avec un seul partenaire.
c'est parfois le cas, mais c'est assez rare au final. Et donc dans la multitude d'interactions, il peut très bien avoir des interactions de type parasitique, mutualiste et commensale en fonction du partenaire. Alors pourquoi le pathogène est-il, entre guillemets, si méchant? Pourquoi est-ce qu'il nous agresse? Pourquoi est-ce qu'il va causer des dommages? Comment est-ce qu'on peut finalement expliquer ces motivations en tant que telles? Alors, notre organisme représente une source de métabolites, qui est très attractive pour de nombreux micro-organismes. Dans le sang, par exemple, vous avez un très grand nombre de micronutriments qui sont indispensables à nos cellules, mais qui peuvent aussi, par exemple, être exploités par toute une série d'agents pathogènes, de bactéries, par exemple. Alors, en plus d'être une source de métabolites, l'organisme de l'hôte peut procurer une protection contre l'environnement extérieur, par exemple contre la dessiccation, contre les ultraviolets. De manière générale, ce que l'hôte va représenter pour le micro-organisme, c'est une possibilité d'augmenter sa multiplication. Donc, un micro-organisme pourrait être sélectionné positivement en fonction de sa capacité à se multiplier dans l'hôte, parce qu'il risque d'avoir une descendance plus importante. Donc cette sélection-là va permettre le développement de mécanismes d'échappement permettant aux micro-organismes de se multiplier dans l'hôte et d'échapper notamment à son système immunitaire. Parce que dans les principaux désavantages qu'on peut citer du point de vue de l'agent pathogène pour se multiplier dans l'hôte, ça va être évidemment l'exposition aux mécanismes de résistance de l'hôte. Un point qui est également à souligner, c'est le fait que la mort de l'hôte représente souvent la mort de l'agent pathogène. Donc, dans la majorité des cas, l'objectif de l'agent pathogène n'est absolument pas de nous causer des dégâts ou surtout pas d'induire la mort de l'hôte. Donc on verra des exemples d'agents pathogènes qui vont eux-mêmes réguler leur multiplication et limiter les dégâts qu'ils vont causer à l'hôte. Parce que ça va permettre une infection plus longue, une multiplication du pathogène plus intense, plus importante sur le long terme, et ça permet également de multiplier les chances d'avoir le passage de l'agent infectieux à un autre hôte. Alors quelle est la proportion d'organismes pouvant être considérés comme parasites, donc pathogènes pour l'homme? Alors nos connaissances concernant la diversité en micro-organismes ont explosé. Donc dans les années par exemple 1987, on comptait approximativement 5000 espèces de bactéries. Avec les méthodes de séquençage de masse, on sait maintenant qu'il existe plus d'1 million d'espèces de bactéries. Donc c'est vraiment une explosion de la diversité. Et sur ce nombre énorme d'espèces de bactéries, seule une très très faible proportion peuvent être considérées comme parasites et donc pathogènes pour l'homme. Donc si on prend les chiffres par exemple de 2007, on estime que 1415 espèces de micro-organismes causent des infections humaines. Donc on a 217 virus sur au moins 40 000 espèces identifiées, 538 bactéries sur plus d'1 million d'espèces, 307 champignons sur plus de 1 500 000 espèces, 66 protozoaires sur plus de 200 000 protozoaires connus. Donc, vous ne devez évidemment pas retenir ces chiffres, mais juste l'échelle. Les micro-organismes capables de nous envahir représentent moins de 0,1% des espèces connues. Et étant donné qu'on estime qu'on ne connaît sans doute qu'un dixième, voire même un centième des espèces existantes, on n'a sans doute que 0,001% des espèces existantes qui sont capables de nous envahir, de nous infecter. Alors pourquoi y a-t-il si peu de micro-organismes capables de nous infecter? La principale réponse, c'est que le micro-organisme doit être adapté à son hôte. Et adapté en grande partie au système immunitaire de l'hôte. Donc à minima, tous les agents infectieux doivent être capables de traverser les barrières de défense de l'hôte, notamment les barrières mucosales, par exemple les IgA, le mucus, les épithéliums, présents au niveau du tractus digestif ou du tractus respiratoire, et de faire face à la réponse immunitaire innée.
pour persister dans l'hôte, pour donner lieu à une infection, on va dire chronique, ils vont devoir être également capables d'échapper à la réponse immunitaire adaptative. Donc, on a différents types de profils d'infection, différentes formes de persistance d'un agent infectieux, qui vont dépendre des stratégies d'échappement à la réponse immunitaire développées, acquises par l'agent pathogène. Donc, dans les formes les plus simples, on va avoir ce qu'on appelle des infections aiguës, avec une élimination complète de l'agent pathogène. Donc c'est par exemple le cas des virus de type influenza, l'agent de la grippe, l'hystéria monocytogène par exemple, une bactérie responsable d'empoisonnement alimentaire. Mais on a également des profils avec une infection aiguë et une persistance chronique à un bas niveau de l'agent pathogène. C'est par exemple le cas du protozoaire Leishmania major, ou bien de la bactérie Mycobacterium tuberculosis, l'agent de la tuberculose. On a des profils qui peuvent être plus complexes, comme par exemple dans le cas d'herpès virus. On a une première infection aiguë, une persistance à bas niveau, et suite à une diminution de la capacité du système immunitaire, à une immunosuppression temporaire liée par exemple à la fatigue ou au stress, on va avoir une réactivation de l'agent pathogène qui va être capable de se remultiplier et de refaire un pic infectieux avec présence de symptômes. Donc c'est le fameux bouton de fièvre par exemple dans le cas de l'herpès labial par exemple. Vous allez avoir réactivation du virus qui persiste en fait au niveau des ganglions maxillaires. Le virus va se remultiplier dans le ganglion, regagner la peau et créer une éruption cutanée. Alors un autre profil très particulier, c'est par exemple celui du HIV, le virus de l'immunodéficience humaine. On a également un pic d'infection aiguë, puis ensuite une persistance à bas niveau, puis une réaugmentation progressive de la charge virale, qui en fait correspond, dans le cas du HIV, au développement d'une immunosuppression généralisée. Donc, comme vous le savez tous, le HIV détruit les cellules TCD4, les lymphocytes TCD4, et va donc progressivement détruire le système immunitaire adaptatif de son hôte. Alors il y a également un dernier profil, je le mentionne juste pour être complet, mais il est extrêmement rare. Donc c'est celui d'une croissance continue, mais sans pic infectieux, sans pic aigu au départ. On l'observe par exemple dans le cas de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, où on a une multiplication en fait d'une protéine. Donc un agent infectieux exploite les nutriments de l'hôte, et il se distingue avant tout des autres micro-organismes par sa capacité à échapper à la réponse immunitaire. Donc c'est la condition indispensable pour persister dans notre organisme et en exploiter les ressources. Alors nous verrons dans le détail de nombreux mécanismes d'échappement à la réponse immunitaire, on verra des exemples concrets, mais je peux déjà donner ici quelques pistes de mécanismes. Donc, tous les agents pathogènes doivent faire face à la réponse immunitaire innée, et donc une manière très répandue, très courante de neutraliser celle-ci, ça va être de bloquer la détection des pathogènes par les PRR, les Pathogen Recognition Receptors, par exemple les Toll-like récepteurs, donc les récepteurs de l'immunité capables de détecter les patterns, les molécules constitutives exprimées par les agents pathogènes et signalant leur présence au système immunitaire. Donc les pathogènes peuvent par exemple activer un récepteur inhibiteur qui bloquera le signal d'un TLR ou par exemple d'un FC récepteur. Les FC récepteurs, je vous rappelle, ce sont les récepteurs reconnaissant, fixant la partie constante des anticorps. Alors une autre possibilité, c'est l'induction directe d'immunosuppresseurs par l'agent pathogène. Donc le système immunitaire produit lui-même des immunosuppresseurs, donc des molécules qui vont bloquer, inhiber certaines parties de la réponse immunitaire, souvent pour arrêter la réponse immunitaire pour éviter qu'elle cause trop de dégâts. Un agent infectieux peut utiliser ces mécanismes à son profit, il peut manipuler le système immunitaire pour qu'il produise immédiatement des immunosuppresseurs.
Donc, comme ces exemples montrent, l'évasion de la réponse immunitaire implique un dialogue entre l'hôte et le pathogène, un dialogue moléculaire. Et donc, ce dernier va utiliser souvent les signaux de communication de l'hôte et va les détourner à son profit. Donc on peut distinguer approximativement, je dirais, les pathogènes dits opportunistes. Donc ce sont des micro-organismes qui généralement font partie de notre flore symbiotique, la microbiota. Le parasitisme n'est absolument pas leur mode de subsistance habituel, et donc ils disposent de peu de gènes impliqués dans l'échappement à la réponse immunitaire, et ils ne peuvent généralement pas envahir un organisme hôte qui est en bonne santé. Donc ils vont profiter souvent d'une immunodépression de l'hôte, ou bien d'une rupture des défenses passives. Donc par exemple, des brûlures cutanées permettent aux bactéries présentes sur la peau d'infecter les tissus sous-cutanés qui sont laissés sans protection. Des traitements immunosuppresseurs suite à une greffe peuvent amener à des infections par des micro-organismes de la flore commensale. Le HIV, ce sont tous des exemples, malheureusement assez courants, de cas où on va avoir des infections par des pathogènes dits opportunistes. Alors ces pathogènes peuvent être particulièrement dangereux, parce que souvent ils ont une croissance qui est incontrôlée dans l'organisme de l'hôte, et ils vont causer des grands dommages. En fait, comme ces micro-organismes ne survivent pas principalement dans l'hôte, ils ne disposent pas en fait de toute une série de mécanismes de rétrocontrôle et d'adaptation pour limiter les dégâts qu'ils font à l'hôte. Donc parfois, bien que ce soit des pathogènes opportunistes, ce sont parfois les pathogènes les plus dangereux pour l'humain. À l'opposé, on peut identifier les pathogènes dits professionnels. Donc ce sont des micro-organismes dont le principal mode de subsistance est le parasitisme. Et donc eux vont disposer d'un très grand nombre de gènes qui vont être impliqués spécifiquement dans la résistance, l'échappement à la réponse immunitaire. Donc eux sont capables d'envahir un organisme qui est en bonne santé. Donc ils sont généralement adaptés à un nombre assez réduit d'hôtes, et ils vont évoluer conjointement aux défenses immunitaires de l'hôte. Donc c'est une relation qui est dynamique. Alors souvent ils causent des dégâts, mais sur des longues durées, ce qui va leur permettre de bien se multiplier et surtout d'être transmis à d'autres hôtes. Alors je vous présente ici, juste pour information, la classification fonctionnelle des micro-organismes pathogènes, donc basée sur le BSL, le Biosafety Level. Donc il y a 4 catégories d'agents pathogènes. On en entend souvent maintenant parler dans les médias, donc autant que vous sachiez exactement à quoi ça correspond. Donc le premier niveau, ce sont des micro-organismes qui ne causent pas d'infections graves chez les individus en bonne santé adultes. Donc là, on rentre dans la catégorie des pathogènes entre guillemets opportunistes, qui ne représentent pas un danger pour quelqu'un d'adulte dont le système immunitaire est compétent. Le niveau 2, ce sont des micro-organismes capables de causer des infections, donc des pathogènes professionnels, capables de causer des infections à des individus en bonne santé adultes, mais avec une maladie qui cause des symptômes modérés, donc généralement pas de mortalité, et où il y a également un faible risque d'infection par aérosol. Le troisième niveau, ce sont les micro-organismes professionnels capables de causer des maladies sérieuses, possibilité de mortalité, avec un fort risque de transmission par aérosol. Donc c'est beaucoup plus compliqué de s'en protéger dans un laboratoire. Mais ce sont des micro-organismes au niveau 3 pour lesquels il existe des traitements, antibiotiques, antivirales et ainsi de suite. Le quatrième niveau, le niveau le plus élevé, lui est réservé aux micro-organismes pathogènes professionnels capables de causer des maladies mortelles et pour lesquels il n'existe pas de traitement. Donc on retrouve par exemple Ebola ou la variole dans cette catégorie. Alors le nombre de laboratoires déclarés disposant d'une installation permettant la manipulation d'agents pathogènes de niveau 4, donc ce qu'on appelle des BSL4, est extrêmement faible.
Donc on en a une quinzaine dans le monde, dont 6 en Europe, et le plus proche de la Belgique est le laboratoire de l'INSERM, laboratoire Jean Mérieux de Lyon. Alors je précise déclaré parce qu'il est vraisemblable évidemment que certains pays disposent de laboratoires militaires de type BSL-4 qui soient non déclarés. Alors, point, je pense, assez important si vous voulez comprendre vraiment ce qu'est un agent pathogène, le parasitisme ne doit pas être vu comme forcément négatif pour l'hôte. Donc c'est là que je vous demande vraiment de sortir de la vision émotive qu'on a des agents pathogènes. Les micro-organismes infectieux peuvent conférer des avantages individuels, collectifs et évolutifs à un hôte. Donc je vais essayer de vous présenter rapidement quelques effets positifs des infections sur la survie de l'hôte. Donc je vais commencer par ce qu'on appelle le principe de McCanness, qui a été découvert par George McCanness. Donc entre 1962 et 69, McCanness étudiait la réponse immunitaire contre la bactérie Listeria monocytogenes, bactérie intracellulaire, et McCanness a décrit une forme de réponse immunitaire indépendante des anticorps, qu'il nomme réponse immune cellulaire. Donc, en gros, c'est l'activation des cellules de type macrophage qui vont développer une réponse microbicide, qui vont détruire la bactérie. Mais ce qui est vraiment fascinant, c'est que dans son étude, il observe que les animaux ayant survécu à l'infection par Listeria monocytogenes deviennent plus résistants pendant une courte période à une infection par d'autres espèces de bactéries. Et donc il met en évidence ce qu'il appelle un mécanisme de résistance non spécifique. Donc, le système immunitaire qui était en contact avec Listeria monocytogenes, pendant un certain temps, va être capable évidemment de mieux résister à Listeria monocytogenes, mais également à d'autres types, par exemple, de bactéries ou même d'agents viraux. Alors qu'est-ce qui se passe concrètement ? En fait, suite à un premier contact avec la bactérie Listeria, on va avoir l'activation d'une réponse inflammatoire. Donc cette réponse inflammatoire va augmenter dans les tissus de l'animal la présence de cellules de l'immunité innée, notamment des neutrophiles, des macrophages. Et donc si un nouvel agent pathogène, une nouvelle espèce de bactérie pénètre dans l'organisme pendant cette phase de recrutement important de cellules immunitaires, la bactérie va être confrontée à une réponse immunitaire beaucoup plus forte. Donc on a un phénomène de résistance temporaire accrue à l'infection par une autre bactérie. Et donc cet effet, il est non spécifique et il est de courte durée. Mais il peut permettre à un individu, évidemment, de survivre, par exemple, à l'infection par un autre agent pathogène. Donc l'infection n'a pas que des effets négatifs. Je vais prendre ici un exemple, par exemple, de cross-protection entre Listeria et les herpès virus, montrer que ça marche dans l'autre sens aussi. Donc ici, c'est une expérience qui a été réalisée chez la souris. Vous avez des souris qui ont été infectées depuis 1 semaine, 4 ou 12 semaines par un herpès virus. Donc c'est un virus à ADN. Et ces souris qui ont été infectées depuis 1, 4 ou 12 semaines vont être infectées par la bactérie Listeria monocytogenes. Donc ici, sur chacun des graphiques, vous avez MOC et vous avez HV68. Donc MOC, c'est le contrôle, pas à vous en soucier. HV68, c'est le virus de l'herpès. Et donc vous voyez que si les souris sont infectées 1 semaine après l'infection virale, la résistance du contrôle ou des souris infectées par le virus à Listeria monocytogenes est la même. Ici, c'est une courbe de mortalité, vous avez le pourcentage de survie. Donc les souris des deux groupes meurent à la même vitesse. Par contre, si les souris sont infectées 4 semaines après l'infection virale, vous avez en fait une différence très forte entre les souris naïves qui vont mourir très vite et les souris qui sont infectées par le virus de l'herpès. Je précise qu'ici c'est une infection qui est chronique. Les souris infectées par le virus de l'herpès vont survivre à l'infection par Listeria monocytogenes.
Par contre, cet effet va diminuer au cours du temps. Par exemple, à 12 semaines, on aura une différence entre les deux groupes de souris qui sera moindre qu'à 4 semaines. Donc on a un effet de protection qui est non spécifique et qui est limité dans le temps. Alors ça va plus loin. Dans certains cas, l'infection par un agent pathogène peut être totalement indispensable au cycle de vie de l'hôte. On commence maintenant à accumuler une série d'exemples. Je vais vous en présenter un ici chez les insectes. Donc certaines guêpes pondent leurs œufs dans la larve d'autres insectes. Ici vous avez la guêpe, là vous avez la larve. Et le développement des œufs de l'insecte serait impossible dans la larve sans la présence d'un virus présent chez l'insecte et qui va en fait se multiplier dans la larve et immunodéprimer, répresser le système immunitaire de la larve. Donc, ce virus devient en fait indispensable au cycle de multiplication de l'insecte. Il lui permet en fait d'immunosupprimer l'individu qu'il va coloniser avec ses œufs. Alors, le parasitisme va aussi permettre ce qu'on appelle la libre circulation des gènes. Et donc, il va aussi participer à l'adaptation et surtout à l'évolution dans le temps de l'hôte. Donc, un ou plusieurs gènes complets peuvent être acquis en une seule génération par une espèce, par ce mécanisme. Donc, des transferts latéraux ou horizontaux ou verticaux de gènes peuvent être réalisés par des micro-organismes infectieux. Donc des virus peuvent infecter d'autres virus, les virophages. On a des virus évidemment qui infectent des bactéries ou des cellules eucaryotes, mais vous avez également des bactéries qui infectent des cellules eucaryotes. Vous avez des virus qui peuvent infecter des bactéries, et ainsi de suite. Donc, dans tout le vivant, l'infection peut permettre occasionnellement des transferts de gènes, ce qui va permettre évidemment une dynamique d'évolution beaucoup plus rapide que quand on doit avoir l'apparition d'un gène sous toute une série de pressions de sélection. Ici, on va pouvoir avoir, dans certains cas, le transfert de locus complet, et donc de fonctionnalités qui vont être acquises pratiquement en une seule fois par une nouvelle espèce. Donc, je peux citer ici quelques exemples. Donc on peut prendre le cas d'un nématode parasite infectant les plantes, qui a été décrit dans un PNAS de 2010. Donc l'invasion de la plante nécessite la dégradation de l'écorce par le nématode. Il y a une soixantaine de gènes qui sont appliqués dans ce processus, et une étude récente montre que la plupart de ces gènes proviennent historiquement de bactéries. Un autre exemple ici, chez le rotifère bdelloïde par exemple, une grande partie des gènes qui sont impliqués dans sa capacité à résister à la dessiccation proviennent également de transferts horizontaux. Donc, ce sont deux beaux exemples où en fait on a vraiment une acquisition de nouvelles fonctions, de nouvelles capacités par un transfert horizontal, donc par des infections. Alors des exemples encore finalement plus frappants et quelque part plus perturbants quand on y réfléchit. Donc vous connaissez les gènes RAG1, donc ce sont des gènes qui sont absolument indispensables pour la génération de diversité des récepteurs du système immunitaire, des récepteurs adaptatifs. Donc les récepteurs des cellules T, les récepteurs des cellules B dépendent de l'enzyme RAG. Eh bien, ces gènes ont été acquis par transferts horizontaux. Alors une des meilleures preuves que l'origine de ces gènes est bien bactérienne, c'est qu'en fait on ne trouve pas d'intron dans ce gène, ce qui suggère qu'il a bien une origine bactérienne. Donc c'est assez perturbant quand on y songe d'imaginer que le système immunitaire adaptatif provient en fait d'un transfert horizontal de gènes et donc d'une infection bactérienne. Alors, un autre exemple encore plus perturbant, c'est l'acquisition des gènes de syncytine A et B. Donc la barrière placentaire entre la mère et le fœtus des mammifères
est en partie formé d'une couche de cellules multinucléées géantes. Donc c'est ce qu'on appelle le syncytio-trophoblaste. Et ces cellules géantes résultent de la fusion cellulaire des cellules du trophoblaste. Alors, plusieurs gènes sont spécifiquement exprimés dans le placenta et sont nécessaires à la formation du syncytio-trophoblaste. Et donc, ces gènes, les syncytines A et B, sont en fait des gènes d'enveloppe virale. Et donc, ils proviendraient de rétrovirus intégrés, donc des rétrovirus endogènes, qui sont présents dans notre génome, et qui sont toujours actifs dans notre génome de mammifères. Donc, de nouveau, c'est une infection ici par des rétrovirus, et leur persistance dans notre génome qui aurait permis l'apparition de la fonction placentaire. Et ce qui est intéressant, c'est que chez la souris, si on invalide ces gènes, qu'on rend les souris génétiquement déficientes pour les gènes de syncytine, les souris deviennent incapables de se reproduire. Donc, énormément d'événements majeurs dans l'évolution des mammifères, le système immunitaire, adaptatif, les gènes de syncytine, proviennent en fait de transferts horizontaux de gènes et donc d'infections. Donc ça démontre bien l'importance de l'infection dans la dynamique évolutive des espèces. Alors ces observations ont amené des chercheurs en théorie de l'évolution à proposer une nouvelle notion, celle d'holobionte et d'hologénome. Donc ce sont les chercheurs Eugène Rosenberg et Iliana Zilber-Rosenberg qui l'ont proposé. L'holobionte, c'est l'ensemble qui est formé par l'hôte et la flore microbienne symbiotique. C'est ce qu'on appelle la théorie de l'évolution des hologénomes. Donc, le génome humain contient approximativement 20 000 gènes, et on estime que plus de 1000 bactéries colonisent notre organisme. Donc, en moyenne, une bactérie dispose de plus ou moins 2500 gènes, donc il y a au moins 5% qui ne sont pas homologues avec d'autres espèces bactériennes, et donc si on fait le calcul, il existerait à peu près 250 000 gènes bactériens uniques qui seraient associés à la flore symbiotique humaine. Donc, si on conçoit l'hôte et sa flore symbiotique comme un tout, en fait, vous avez plus de 10 fois le nombre de gènes présents dans les cellules de l'hôte qui sont présentes au niveau de la flore symbiotique et qui vont pouvoir participer à toute une série de fonctions de l'hôte, notamment des fonctions métaboliques, mais également des fonctions de défense contre l'infection. Je vous rappelle que la flore symbiotique protège contre toute une série d'agents infectieux, notamment par compétition. Donc on parle de microbiome pour désigner le génome de la flore microbienne symbiotique, et on parlera alors de hologénome pour désigner le génome de l'hôte plus le microbiome. Alors l'holobionte, en fait, remplit les conditions pour ce qu'on appelle une unité de sélection évolutive. Donc l'holobionte, c'est une entité qui est unique, au sens où la flore microbienne associée à un hôte va être très différente de la flore microbienne qui est présente dans l'environnement. Elle est également en partie différente, entre autres, d'une même espèce. L'holobionte, c'est une entité dynamique, donc la fréquence de chaque micro-organisme le constituant peut varier en fonction de l'environnement, et la possibilité d'intégrer de nouvelles espèces de micro-organismes ou d'en éliminer constamment. Et les micro-organismes de l'holobionte peuvent acquérir de nouveaux gènes par transferts horizontaux. Donc, c'est une entité qui est extrêmement dynamique, qui évolue au cours de la vie de l'individu. Et alors, très intéressant à bien avoir en tête, cet holobionte, il est transmis d'une génération d'hôte à l'autre. Alors, les modes de transmission sont variés. On a la transmission cytoplasmique, par exemple les mitochondries, ou alors les contacts physiques fréquents entre mère et enfant au sein d'une même famille. On a un transfert du microbiome, de la peau ou de l'intestin. Alors, on arrive à ce qui nous intéresse ici, les micro-organismes pathogènes, étant donné qu'ils ont des effets positifs également sur la survie de l'hôte, peuvent être inclus au sein de l'holobionte. Donc,
de nombreux micro-organismes pathogènes peuvent infecter l'hôte durant toute son existence. Vous avez par exemple le virus herpès simplex, les bactéries Mycobacterium tuberculosis, Leishmania, on en discutera dans la suite du cours. Le virus de l'herpès, comme je vous en ai donné l'exemple, est capable d'augmenter la résistance à certaines infections bactériennes. Donc, certains de ces agents pathogènes peuvent conférer un avantage sélectif à l'hôte de différentes manières. Donc ils peuvent stimuler l'immunité de l'hôte et donc conférer une plus grande résistance à d'autres micro-organismes pathogènes, c'est notamment le mécanisme de McCanness. Mais il y a également le fait qu'un individu qui a été infecté et a développé une mémoire protectrice sera résistant à une nouvelle infection. Et donc il va disposer d'un avantage net par rapport aux individus qui n'ont jamais eu de contact avec l'agent pathogène. Donc, le fait d'être en contact avec un micro-organisme pathogène et d'y développer une résistance peut nous conférer un avantage sélectif dans la compétition avec d'autres individus. Donc, si moi, par exemple, je suis résistant à la variole parce que j'ai été vacciné contre la variole, dans un environnement où la variole existe, j'aurai un avantage sélectif par rapport à des individus qui n'auront jamais été en contact avec la variole ou qui n'auront jamais été vaccinés contre la variole. Donc, les micro-organismes pathogènes peuvent participer à l'holobionte et conférer toute une série d'avantages en termes de résistance à l'environnement, de résistance à la compétition. Donc, en résumé, les infections participent à l'évolution de 3 manières principales. L'évolution par sélection-compétition, donc par exemple le développement du système immunitaire, des mécanismes d'échappement des agents pathogènes et ainsi de suite, sont stimulés par la présence des agents pathogènes dans l'environnement. Ceux qui ne sont pas capables de développer des mécanismes de résistance aux agents pathogènes sont éliminés. Donc ça c'est le mécanisme, je dirais, le plus couramment présenté pour expliquer l'impact des agents pathogènes sur les hôtes, en termes d'évolution, mais il y a également l'évolution par association-coopération. Donc on peut par exemple citer, dans les cas vraiment extrêmes, l'acquisition par symbiose des chloroplastes et des mitochondries. Donc nos cellules eucaryotes sont ce qu'elles sont, parce que vraisemblablement elles ont été infectées par des bactéries qui sont devenues les chloroplastes ou les mitochondries. Et il y a également, troisième cas, la circulation des gènes entre espèces, donc les échanges horizontaux de gènes qui peuvent permettre à une espèce d'acquérir de nouvelles fonctionnalités. Donc il découle de cette vision que le système immunitaire peut être considéré comme la principale interface entre l'hôte et la flore symbiotique. Il va rendre possible le maintien de l'holobionte en régulant la localisation et la multiplication des micro-organismes de la flore symbiotique. Donc un organisme pathogène se définit fonctionnellement par sa capacité à échapper à cette régulation. Et donc, la vision intuitive du système immunitaire qui nous protégerait des pathogènes, en fait elle est fausse, au sens où un pathogène se définit justement comme un organisme contre lequel le système immunitaire échoue fréquemment à nous protéger. Et donc on qualifie de mécanisme d'échappement à la réponse immunitaire toutes les stratégies permettant aux pathogènes de ne pas être détectés par le système immunitaire ou de le neutraliser. Et donc, ici, c'est un résumé un peu schématique. Si on représente l'holobionte qui contient à la fois les micro-organismes pathogènes professionnels, la flore symbiotique contenant les bactéries commensales, mais également les potentiels pathogènes opportunistes, puis vous avez l'hôte avec son système immunitaire mucosal, le MALT, et son système immunitaire systémique. Donc, les pathogènes opportunistes, en cas de déficience du système immunitaire, peuvent infecter l'autre, et les pathogènes professionnels, qui disposent de gènes de virulence, donc de gènes d'échappement à la réponse immunitaire, peuvent alors infecter l'autre, même quand son système immunitaire est parfaitement compétent.